Une voix stridente, hachée, l'extrait de son monde. Agressif, les haut-parleurs crachent l'annonce du départ imminent. Un vent désordonné souffle sur les ombres. Elle saute dans le train sans vérifier si elle est dans le bon compartiment. Il est vétuste, au siège en plastique orange, dont la texture est tout, sauf accueillante. Hooper aurait pu s'inspirer de la scène pour réaliser un tableau froid et sec, dans lequel seules poindraient des taches de couleurs éparses, pour mieux souligner l'impossible dialogue entre les êtres et la glaçante errance. Alba s'assied non loin du vieux couple, sa présence la rassure. Derrière les vitres sales, elle observe les voyageurs aux visages fatigués, aux regards absents qui tentent de raccrocher leur âme vagabonde à une histoire, une personne, une action, un souvenir ou un possible. Pour tout cela, l'attente est comme un miroir, le reflet du vide. Et le vide, pour beaucoup, est une trompeuse petite mort. Pour elle aussi, en un dialogue de sourds, elle ne cesse de penser, d'observer, d'interroger, d'imaginer, pour meubler son silence, pour tempérer ses peurs. Le coup de sifflet au roulis aigu soufflé par le chef de gare donne le signal. Le train s'ébranle brusquement dans un concert dissonant d'une machine impudique et grossière qui peine à épouser les rails. Elle pose sa tête contre la vitre froide, constellée de traces de gouttes de pluie et de poussière des campagnes et des bourgs parcourus. En bout de quai, les voies du chemin de fer parallèles et séparées par les plateformes se croisent pour se désunir. Quand la gare est loin, que la banlieue n'est plus, que de part et d'autre il n'y a que l'opacité, une tristesse l'envahit. Elle s'affaisse un peu sous une chape de chagrin. Elle déglutit avec peine. Des larmes montent du fond de sa gorge pour noyer ses yeux. Elle va dans l'obscurité pour Alex. En cet instant, elle n'a envie que de sa chambre chaude avec ses images, ses phrases écrites comme des pages d'écriture sur son mur, sa poupée, son odeur, ses rituels, tout ce qui rappelle le confort insouciant de l'enfance. La sienne a été trompée. Depuis, elle prend la fuite. En exil, elle se complaît hors d'elle-même, elle se contraint avec une douteuse constance à cet arrachement-là, en souffrance. Elle ne sait, ne peut dire l'indicible, retracer les chemins sinueux des quêtes incessantes, vaines. Elle cherche, s'expose, se dénonce, s'offre, trébuche, apprend, se relève et faillit inlassablement. Avec Alex, la guerre a commencé à remplacer la paix, insidieusement. Elle y retourne encore et encore, comme le soldat au front poursuit sa mission. Alba se sépare du froid de la vitre. Elle s'ébroue, se redresse, met un champ entre elle et la mélancolie. Elle pense changer de peau. Elle extrait le Monde de son sac, lit les titres et les sous-titres de la une, s'arrête sur les longs chapeaux, parcourt toutes les pages par thématique. Les feuilles sont grandes. Elle rapproche ses mains pour passer de l'une à l'autre, les bras en suspension. À chaque fois, elle accentue un peu le bruit du papier. Elle survole international, France, société, économie, science. Elle se force à s'attarder. Elle pense « ça fait sérieux ». En réalité, elle n'imprime pas les informations du monde. Quand elle atteint les pages culture, les coudes pliés, reposant sur la tablette, une phrase arrête son survol d'apparat. La réponse à la répression, c'est la vie. Elle commence à lire avec attention. L'auteur de 100 ans de solitude, recevant le prix Nobel de littérature, s'est fait remarquer par son discours engagé à l'Académie suédoise.
Elle comprend qu'il a dénoncé l'inégalité entre les pays riches et les pays pauvres, le Nord et le Sud. Elle s'interroge. À quel endroit le Nord devient-il le Sud? Elle retient surtout cette phrase extraite par le journaliste. La poésie et la littérature sont les seules preuves concrètes de l'existence de l'homme. Pour Alba, rien n'a plus d'importance que cela. Cet homme a parlé de son refuge à elle, de son souffle aussi. Devant l'univers, il a affirmé le super pouvoir des mots au service de l'imaginaire. Elle arrête sa lecture, replie le monde, fuit la lumière crue du néon grésillant du compartiment, elle pose le front sur la vitre, le regard happé par le noir absolu de la campagne. Elle se souvient. Sa tante lui avait offert 100 ans de solitude pour ses 15 ans. Comme tout ce qui vient par elle, Alba avait été marquée par la dédicace écrite sur la première page. Pour toi, Alba, entre irréel et réalité, une mythologie moderne, un conte merveilleux et tragique, chargé de symboles, une leçon de vie. Elle avait lu, avait aimé ce siècle d'histoire de cette famille isolée dans un village perdu, avait été décontenancée par les intrusions fantastiques dans le récit. Le hors-cadre de la fantasmagorie, quand il s'approche trop de l'impossible et de l'irrationnel dans l'organisation du réel, donne à Alba le sentiment d'être sur des sables mouvants, prêts à l'engloutir. Elle aime la liberté sensuelle de la poésie de la langue. Elle est caresse, caverne, terre secrète. Elle avait découvert son pays intime d'écriture et de lecture, dont elle est l'unique habitante, l'année où le sang avait coulé. Cette année-là, tout en elle ne fut qu'exploration. Elle balançait entre l'avidité de lire, celle d'écrire, ou encore celle de sentir l'éveil de chaque parcelle de son corps. Il avait commencé sa lente mutation depuis quelque temps déjà. Les mains avaient cherché dans la solitude, des 5 sens ce fut d'abord le toucher. Le corps s'était frotté à la découverte, des séquences surgissent du souvenir, des impressions furtives, mains sur sein naissant, sur hanches déjà marquées, corps contre les lattes fraîches d'un parquet, plis des draps frais et froissés contre le bas du ventre, corps à corps de reconnaissance volée avec une amie de son âge, exploration de plaisir tempérée par la pensée qui n'avait été alors que culpabilité. L'éveil des sens et son défilé de doutes, son absence de réponse et d'évidence. L'avancée saccadée du train fait taper son front contre la vitre. Les grincements finissent de la sortir de sa torpeur nomade. Ils la ramènent au présent. Elle a 6 heures de trajet, de tension en elle, d'impatience et d'appréhension avant de le retrouver. 3 heures jusqu'à Paris, un changement de gare, puis un autre train. Elle fera le chemin inverse dimanche pour 6 autres longues heures. Et sa tristesse sera grande de l'espoir déçu, des blessures infligées et de celles reçues, de la séparation. Elle partira, chargée des batailles menées, perdue. Elle espère chaque fois que leurs retrouvailles ne soient qu'élan. Elles le sont, parfois. Elle prend un thé du chariot poussé par une employée à l'uniforme douteux. Il fait froid et triste ce soir. De ses 2 mains, elle serre le verre en carton. La fumée qui s'en échappe perle son visage d'une vapeur chaude. Elle trempe ses lèvres à sang brûlé, et le peu de thé se répand dans sa bouche. Elle en suit la course le long de sa gorge. Il a perdu de sa chaleur, mais elle se raccroche à ce qu'il lui donne, un bien-être. C'est juste et bon. Elle poursuit son monologue intérieur. Involontaire au début, il se nourrit insidieusement du bercement du train qui a pris son rythme de croisière, du noir à travers les vitres
qui ne distrait pas le regard. Elle fait abstraction du reflet des sièges alignés, du sommeil, des murmures, des gloussements des voyageurs, et même des pleurs d'un enfant impatient. Elle habite ce temps intermédiaire, sorte de zone neutre indéfinie, entre deux lieux, deux états, deux elle. Elle a rencontré Alex il y a 2 ans.